À présent, Ban Ki-moon. Aujourd'hui pour décider du scénario d'un avenir nouveau. Un avenir fait de promesses et fait d'espoir pour davantage de prospérité, de sécurité et de dignité pour tous. En septembre, aux Nations Unies, vous avez adopté un nouveau programme de développement durable, riche d'inspiration et de 17 objectifs de développement durable, objectifs repris par tous les peuples du monde. Vous avez montré votre détermination à agir pour le bien commun. L'heure est venue aujourd'hui de le faire à nouveau. Plus de 150 dirigeants mondiaux se sont réunis ici à Paris et sont ici réunis sous le même toit, au même moment, avec à l'esprit un seul objectif. Jamais n'avons-nous été face à une telle épreuve. Et au plan politique, un tel moment risque fort bien de ne jamais se reproduire. Mais nous n'avons jamais non plus été autant en mesure de triompher de cette épreuve. Vous avez le pouvoir entre les mains qui vous permettent de garantir le bien-être des générations présentes et à venir. Je vous exhorte, Mesdames et Messieurs les dirigeants, à donner pour instruction à vos ministres et à vos négociateurs de choisir la voie du compromis et du consensus et, si nécessaire aussi, la voie de la souplesse. Une action en faveur du climat qui soit audacieuse, voici qui répond à l'intérêt national de chacun des pays représentés au sein de cette conférence. L'heure n'est plus aujourd'hui à la politique de la corde raide. Bâtissons ensemble un régime en faveur du climat qui soit durable, assorti de règles très claires et qui montre à l'ensemble des pays la voie à suivre. Paris doit marquer un véritable tournant. Nous devons faire savoir au monde que nous prenons la direction d'un avenir à faible émission qui permette davantage de résilience face au climat et qu'il n'y aura pas de marche arrière possible. Les plans nationaux en faveur du climat qui ont été présentés par plus de 180 jours à ce jour couvrent près de 100% des émissions mondiales. C'est, je crois, un très bon départ. Mais nous devons aller plus loin encore et aller plus vite encore si nous souhaitons limiter l'élévation des températures mondiales à moins de 2 degrés Celsius. Et la science est à ce sujet très claire. Une augmentation de 2 degrés entraînera déjà de graves conséquences sur notre sécurité alimentaire, sur nos réserves en eau, notre stabilité économique et sur la paix et la sécurité internationale. C'est la raison pour laquelle l'on a besoin d'un accord de Paris qui soit universel, qui soit significatif et qui soit solide. Les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs, il y a pour moi 4 critères de succès. Premièrement, l'accord doit être durable. Il doit envoyer un message clair au marché, leur faire comprendre que le passage à une économie mondiale peu polluante est inévitable, bénéfique et qu'il est déjà en cours. Il doit proposer un projet à long terme qui soit sous-tendu par la cible de moins de 2 degrés Celsius et qui reconnaisse l'impératif d'un renforcement de la résilience. La marge de manœuvre des petits États insulaires en développement est encore plus étroite. C'est pourquoi il conduit le reste du monde de contenir la hausse de la température à 1,5 degré. Deuxièmement, l'accord doit être dynamique. Il doit pouvoir s'adapter aux changements qui se produisent dans l'économie mondiale sans qu'il soit nécessaire de le renégocier
continuellement. Il est possible et souhaitable que les nombreuses dispositions de l'accord soient traitées de manière différente en fonction des situations, sans que l'action collective en pâtisse. L'accord doit préserver l'équilibre entre le rôle moteur des pays développés et les responsabilités croissantes des pays en développement qui varient selon leurs moyens et leur niveau de développement. Excellencies, Excellences, Mesdames et Messieurs, le troisième critère à l'aune duquel mesurer le succès serait un accord qui incarnerait la solidarité vis-à-vis des plus pauvres et des plus vulnérables. Un accord qui doit garantir un soutien aux efforts d'atténuation et d'adaptation des pays en développement qui soit suffisant et équilibré. Quatrièmement, il faut que cet accord soit crédible. Les ambitions actuelles doivent constituer le point de départ et non la limite supérieure de nos efforts futurs. Les cycles quinquennaux, à compter de l'année 2020, voire avant, me semblent essentiels. Tous les pays doivent convenir d'aller progressivement vers des objectifs de réduction des émissions qui soient quantifiés et à l'échelle de leurs économies tout entières, qui soient assortis aussi de souplesse en faveur des pays en développement aux capacités limitées. Les pays développés doivent, eux, tenir leurs promesses et mobiliser 100 milliards de dollars par an à l'horizon 2020. Ce même montant doit d'ailleurs constituer le point de départ des objectifs ou des engagements financiers de l'après-2020. Un nouvel accord doit également inclure un cadre unique et transparent permettant de mesurer, de surveiller et de rendre compte des progrès réalisés. Et les pays aux plus faibles capacités doivent se voir accorder les souplesses et le soutien nécessaires qui leur permettent de satisfaire les critères de ce système nouveau. Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs, nous sommes à un moment charnière de l'avenir de vos pays, de vos peuples et de notre maison commune, la planète Terre. L'heure n'est plus aujourd'hui aux atermoiements. Et j'aimerais être très clair avec vous. C'est à vous qu'appartient aujourd'hui le sort de l'accord de Paris. L'avenir de nos peuples, l'avenir de la population mondiale, l'avenir de notre planète est entre vos mains. Nous ne pouvons plus aujourd'hui nous permettre le luxe de l'indécision, des demi-mesures ou d'approches séquentielles ou progressives. Nous devons avoir pour objectif une véritable transformation. Et la transition a d'ailleurs déjà commencé. Des investisseurs éclairés et des entreprises novatrices s'efforcent aujourd'hui de faire advenir une économie qui soit beaucoup plus sensible au climat. Mais ils ont besoin de votre aide, de votre esprit visionnaire pour accélérer ce changement essentiel. Les peuples du monde se sont eux aussi déjà mis en marche. Ils sont descendus dans la rue, dans les villes et villages du monde entier, dans un effort de mobilisation en masse en faveur du changement. L'on a d'ailleurs constaté une mobilisation en masse à New York en 2014, l'année dernière. Nous avons constaté, malgré des préoccupations sécuritaires, que de nombreux citoyens décidaient tout de même de manifester pour faire savoir leurs préoccupations à leurs dirigeants. J'espère que vous leur avez prêté une oreille attentive et sincère, que vous avez entendu ce que vos peuples avaient à vous dire. J'ai rencontré pour ma part plusieurs grands groupes de la société civile hier et il m'est apparu clairement que ces groupes sont venus ici à Paris pleins d'énergie et d'émotion et qu'ils attendent de chacun d'entre vous ici présents, de chacun d'entre vous
ici présents, que vous fassiez preuve d'un leadership qui soit à la hauteur de ce défi. Vous avez la responsabilité morale et politique vis-à-vis du monde entier, des générations présentes et futures. Il vous faut répondre à l'appel de l'histoire et je vous exhorte à répondre à cet appel avec courage et esprit visionnaire. Je compte sur un leadership fort de votre part, sur votre engagement également pour faire de ce monde un monde meilleur pour tous. Merci beaucoup.